C'est l'heure du débat, comme chaque jour sur LCI. Bonjour à toutes et à tous et bonjour à vous, Judith Weintraub et Frédéric Bocara, qui vous faites donc ce face-à-face du vendredi. On est dans l'attente de la deuxième apparition publique d'Emmanuel Macron depuis qu'il séjourne à Brégançon, apparition qu'il a voulu rare, on va en parler. Oui, c'est donc cette cérémonie à Bormes-les-Mimosas, c'est l'occasion idéale. Je ne vais pas dire le prétexte, peut-être. Je vous pose la question. Oui, il utilise bien sûr quelque chose qui semble faire l'unité nationale, la commémoration de la libération, la résistance, mais dont il va évacuer probablement beaucoup de choses. Puisqu'il y a eu 2 débarquements, un en Normandie et un en Provence. Il va aller en Provence, où ont débarqué une armée de 260 000 Français, la moitié d'Africains, de Nord-Africains et d'Africains d'Afrique subsaharienne. Mais au cœur de la résistance, c'était la classe ouvrière, c'était une alliance entre les chrétiens, les gaullistes et les communistes. Et tout ça, ça va être évacué. L'idée qu'il faut... et puis l'idée d'un programme de Conseil national de la résistance pour une nouvelle France, avec la sécurité sociale et le grand Ambroise Croizat qui met en place la sécurité sociale avec les gaullistes. Donc tout ça va être évacué. Les transformations et le monde social qui a fait la résistance, qui a fait cette nouvelle France, va être évacué très probablement. Et évacué, je vous provoque un peu, au profit d'une opération de communication, c'est ça que vous êtes en train de dire ? Bien sûr, bien sûr. Et puis la promotion de ce qui va se passer en septembre. D'abord, bon, bien sûr, comme vous l'avez dit, il y a la baisse de confiance avec la vision d'un pouvoir personnel. On voit bien que son monde social, c'est le monde que moi j'appelle celui de la technofinance. C'est pas le monde du travail, et même vous qui travaillez, c'est pas votre monde, même si idéologiquement vous pouvez vous sentir séduite. Et puis un comportement d'une majorité très dictatoriale. La démocratie, c'est pas la dictature du nombre, c'est la délibération. Et là, on a la dictature du nombre. Encore une fois, il va imposer sur les retraites tout le temps avec Delevoye qui va consulter. On sait déjà ce qu'il va y avoir. Et le but, c'est baisser les dépenses pour les retraites. Donc tout ça est dans le tuyau. Mais le but immédiat, là, le but de cette sortie, c'est quoi ? Être sur, je l'ai dit, sur quelque chose qui semble consensuel, la résistance, mais qu'on va complètement vider de contenu. Or, il y a toujours des contenus. Et c'est toujours très politique, ces questions. Judith. Oui, ce genre de sortie se prête en général rarement à des grands dégagements sur des sujets qui se trouvent être en plus ceux de la rentrée, puisqu'il y a une refonte du système de protection sociale qui est dans les tuyaux, dont on attend avec impatience d'ailleurs qu'Emmanuel Macron nous indique les grands axes. On connaît les grands axes pour les retraites. Non, Delevoye, il y a eu une interview dans le Parisien en juin, très claire, sur 2 pages. On sait que le but baisser les dépenses pour les retraites. Voilà. Le but est de sauver le système. Non, le but est de faire en sorte que les retraités touchent leur retraite. Baisser les dépenses, c'est le moyen. Mais l'objectif, c'est de faire en sorte... Le but, donc, c'est baisser les dépenses. C'est le moyen. Non, ça ne va pas sauver. Baisser les dépenses, ça ne sauve pas. On n'a plus de retraite. Moi, ma retraite, elle va être dans 5 ans, elle est dans 10 ans maintenant. tout dans la nuance. Non, mais c'est pas une histoire de nuance. Ce n'est pas sauver le système que de dire qu'on le déstabilise. Mais déstabiliser, c'est votre avis. Alors qu'il n'y a pas de déficit sur les retraites. Il n'y a pas de déficit sur les retraites. Non. Même Delevoye le dit. Le système de retraite n'est pas fragile et fragilisé actuellement ? Non, même Delevoye le dit. Il prétend que c'est pour l'égalité uniquement, alors que c'est une retraite par points qui va avoir pour conséquence uniquement de baisser les pensions des retraités, d'allonger et d'individualiser terriblement les retraites. Donc on va déstabiliser le système sous prétexte, effectivement, comme vous le dites, de le sauver. Mais je remets, la résistance et la libération, ça a été se dégager des puissances financières. Ça a été un nouveau développement des personnes, leurs capacités, avec la sécurité sociale, avec un nouveau rôle du travail, des entreprises publiques, des banques nationalisées. Et donc on va évincer ça tout en parlant de la libération. En l'occurrence, c'était de faire en sorte que tout le monde bénéficie d'un système de protection sociale, d'un système de retraite, Exactement. Ce qui n'était pas le cas avant la fondation de la sécurité sociale. Entre autres, aussi avec le général de Gaulle et avec des gaullistes et avec une union nationale. Voilà. Là, vous dites que le système des retraites est sauvé et stable. Je suis ravie de l'apprendre parce que vraiment c'est un discours qu'on n'entend que chez vous. À part ça, tout le monde nous dit que c'est un système qui ne peut pas être financé sur le long terme. C'est faux, hein. C'est faux. Personne ne dit plus ça maintenant. Personne ne dit plus ça maintenant. Judith Weintraub. Oui, non, mais ça me paraît tellement en décalage avec la réalité que c'est très, très
ce que vous entendez. Très, très difficile. Bon, donc tout va bien. Et Non. le gouvernement s'enquiquine à faire une réforme qui s'annonce extrêmement impopulaire, puisqu'il est question de revenir sur des avantages que possèdent certains régimes, notamment les régimes spéciaux pour les aligner. Puis je rappelle que le principe fondateur de la réforme qui s'annonce, c'est pour 1 euro cotisé, les mêmes droits, quels que soient les pas vrai. métiers. Ce qui est dans le principe, c'est 1 point cotisé. Mais 1 point n'est pas égal à 1 euro. Pour certains, 1 euro fera 1 point, fera 0,5 points, fera 1,5 point. On confond les points et les euros dans le système qui est proposé. Donc là encore, on triche non, avec les et mots. d'ailleurs, Non, pas a priori. L'interview du répondu. Parisien sur 2 pages dit ça très précisément. Et Delevoye dit 1 point cotisé, pas 1 euro cotisé. Alors on va reprendre le fil. On ne sait pas encore quelle est la décision d'Emmanuel Macron, si tant est qu'il l'ait prise. Est-ce qu'il va reprendre l'examen de ce projet constitutionnel là où il en était, c'est-à-dire pas très avancé, ou est-ce qu'au contraire, il va se replacer sur le terrain économique et social où il est beaucoup plus attendu. Les Français s'intéressent bien davantage à ce qu'il va annoncer sur les retraites parce qu'ils sont inquiets, sur le pouvoir d'achat, éventuellement sur la sécurité sociale, sur l'hôpital, sur le plan grande pauvreté, que sur la révision constitutionnelle. Et la réorganisation de l'Élysée. Oui. Précisément, effectivement, il a été amené à suspendre sa révision constitutionnelle comme nous l'avons demandé et obtenu à l'Assemblée nationale, notamment par la voix d'André Chassaigne, avec la droite, député communiste, qui a présenté la motion de censure pour l'ensemble de la gauche. C'est d'ailleurs un apport des communistes à l'ensemble de la gauche. On a vu une conjonction de toutes les oppositions sur ce. Il y a eu 2 motions de censure différentes. Vous avez observé ça. Voilà. Oui. Donc, il a été amené à suspendre sa révision constitutionnelle. Nous souhaitons que si révision constitutionnelle il y a eu le débat de l'Assemblée nationale, qu'elle soit présentée par référendum devant les Français ensuite. C'est pas le chemin qu'il prend, et à ce moment-là, peut-être qu'il va la suspendre. Donc il y a un problème sur cette révision constitutionnelle, de toute façon, qui n'apparaît pas nécessairement la priorité, même si la priorité, en réalité, c'est plus de démocratie à tous les niveaux. Mais effectivement, vous avez cité les services publics. On a cité l'affaire Benalla, qui a montré à quel point tout les barbouzes, les gens sans statut, etc. Ça pose problème. C'est pour ça qu'on a un statut du fonctionnaire et qu'on a encadré les choses dans l'État français, justement à la Libération et à nouveau en 83, la Libération avec les communistes et en 83 avec mon ami et camarade Anicet Le Pors. Mais il y a des choses devant nous. Les services publics, vous avez parlé des hôpitaux. Emmanuel Macron se serait honoré, après la catastrophe en plus routière actuellement, d'exiger que l'Europe mette en place immédiatement un fonds européen pour le développement des services publics. Ce fonds européen serait alimenté par l'argent de la Banque Centrale Européenne à 0%, au lieu que cet argent de la Banque Centrale aille sur les marchés financiers à la spéculation. C'est au cœur de l'élection européenne et la campagne européenne que mènera probablement mon ami Yann Brossa, et camarade Yann Brossa, et c'est ces idées-là qui doivent être mises en œuvre. Et la deuxième chose, c'est la crise financière qui vient. Sur le programme du Parti communiste. Mais Emmanuel Macron a prétendu qu'il allait développer les services publics. Oui, et pour développer les services publics, il faut de l'argent. Et donc, c'est pas une histoire de boutique. Oui, Cet argent de la BCE qui va sur les marchés financiers, c'est pas une histoire de drapeau communiste ou pas. Il se trouve que c'est les communistes qui le défendent parce que nous n'avons pas ces tabous vis-à-vis de la finance que d'autres ont. Mais 60 milliards hier par mois, aujourd'hui 30 milliards nouveaux sont créés par mois par la BCE, rien ne va au service public. Et au contraire, l'État paye aux marchés financiers un budget de l'éducation nationale uniquement en charge d'intérêt, 45 milliards. Donc il y a vraiment un enjeu européen à mettre en place un service public et on peut faire une unité nationale là-dessus, un fonds européen pour les services publics. Et il y a la question du ralentissement économique et de la récession qui vient. Traditionnellement, c'était une assez bonne période pour les partis politiques pour aller à la rencontre des Français. Et puis, l'été, la fin de l'été était marquée par les universités d'été de ces différents partis. Alors, sauf que cette année, alors oui, il va y en avoir des universités d'été. Je ne sais pas si on peut encore appeler ça comme ça, vous nous le direz. Si on regarde la carte, alors à La Rochelle, pour le Parti socialiste, mais sans militants. Les Insoumis seront à Marseille. En ce qui concerne les Républicains, c'est un peu plus compliqué. Certains à La Baule, d'autres au Touquet, mais aussi des Jupéistes à Bordeaux. Et puis le Rassemblement national qui sera lui à Fréjus. Je termine parce que le Rassemblement national et les... Alors on va voir la carte. Je pense que vous êtes sur la carte également. Mais je terminais par le parti de Marine Le Pen. Regardez, nous ne sommes pas sur la carte. Alors, regardez l'exclusion. On va rajouter. Elle se tiendra où votre université? À Angers. Elle va se tenir le week-end des 24, 25, 26 août. Et il y aura 1000 communistes comme l'an dernier. Et pour nous, l'université d'été, c'est un moment de formation essentiellement. C'est un moment de formation avec des intellectuels, des chercheurs en sciences sociales,
des économistes, mais aussi d'autres chercheurs en sciences sociales, des chercheurs en sciences physiques ou autres, des politiques, bien sûr. On se dote d'outils. C'est pas le moment des petites phrases chez nous, mais le moment où le Parti communiste et les militants cherchent à se former pour être utiles. Retrouver, je pense, l'enjeu pour le Parti communiste, retrouver une colonne vertébrale, la développer, pour être utile à la gauche, pour une nouvelle gauche, et être utile au pays. Les seuls, avec le Parti communiste, bien sûr, c'est 2000 militants attendus. 1000, pardon. Ah, ils vous ont donné 1000 de plus. Dans l'enthousiasme, j'étais Militants. prête à vous en donner 1000 de plus. Ce sera peut-être 1100. La France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon sont les seuls à organiser 4 jours. Les deux seuls, donc c'est Mélenchon et les communistes. Voilà. J'ai commencé ma phrase par hormis. Les deux seuls. C'est pour garder les seuls, on dit hormis, on a mis les communistes dans un ghetto et puis on parle que de un. C'est traditionnel. C'est devenu malheureusement très Il ne faut pas voir le mal partout. Ah non, je vois pas le mal. J'entends ce qui est dit, je vois que c'est pas intentionnel, mais c'est un réflexe. Mais nous voulons apporter une transformation beaucoup plus ouverte et tourner vers l'avenir et pas vers le keynésianisme passé d'un étatisme étroit à la Jean-Luc Mélenchon. Prenons au sérieux la révolution informationnelle et toutes les nouveautés de notre société actuelle, ça c'est clair. Vous disiez que c'est surtout un outil de formation, l'université d'État. Justement, le mouvement d'Emmanuel Macron se rend compte, notamment pour les élections municipales, qu'il va lui falloir former, qu'il va lui falloir trouver une façon de former les militants et les gens qui veulent être candidats. Donc la question de la formation est au cœur. Le Parti communiste a eu pendant longtemps des écoles de formation. Jusqu'à 1 mois, 4 mois de formation très efficace, qui permettait aux ouvriers d'être au même niveau que des énarques. J'ai donné des cours, d'autres plus anciens que moi y ont donné des cours, on allait à l'opéra, enfin c'était vraiment... Il y a eu un moment très creux où ça a été... on a jeté le bébé avec l'eau du bain, d'une certaine façon. Les universités d'été pour le Parti communiste français permettent de renouer avec cette ambition de formation. C'est insuffisant, il faut quelque chose de très généralisé, très profond, et dans une société nouvelle où les gens veulent savoir, veulent apprendre, veulent intervenir. Mais je crois que c'est utile. Ça n'est pas si cher que ça, nous avons très peu d'argent. Nous le faisons, moi je dormirai dans une petite chambre en CTU à Angers, comme beaucoup de mes amis et camarades. Mais c'est un moment aussi où les communistes se retrouvent entre eux, même si pour les communistes, chacun le sait, il y a la fête de l'humanité qui viendra ensuite comme événement politique. Mais est-ce que le fait de les voir, alors à part la vôtre et celle de la France Insoumise, on l'a dit, s'étioler ces universités, c'est pas le signe quand même d'un déclin de ces partis? Le problème idéologique, à mon avis, d'un déclin de colonne vertébrale et de squelette. Ouais. Par exemple, un des fils conducteurs de notre université d'été, c'est des questions de l'utilisation de l'argent, la politisation des questions d'utilisation de l'argent, la Banque Centrale Européenne. Nous abordons les élections européennes avec grand intérêt, avec le souci de chercher à recomposer la gauche sur cette question qui est majeure, la question européenne. Et bien sûr, nous ne sommes pas mis dans les radars, mais je pense que Jean-Luc Mélenchon a des tendances nationales, voire nationalistes, ou très populistes, bien sûr. Il s'agit au contraire de refuser cette Europe-là, mais de la transformer pour effectivement mettre en commun des pouvoirs sur l'argent avec la Banque Centrale Européenne au cœur de cette affaire-là pour qu'ils soient utilisés autrement. Donc les militants vont essayer de se former là-dessus. Mon ami Yann Brossa, qui je crois, sera tête de liste aux élections européennes, est très partant pour cette bataille sur la Banque Centrale. Mener une bataille pour les services publics, mener une bataille pour l'emploi en Europe, c'est fondamental et serait très enthousiasmant pour l'industrie européenne et pour les services publics. Qui pourrait vous dire qu'il est contre l'emploi et contre Non, mais les c'est services pas publics. mener cette bataille, et parce que l'Europe est au cœur de cette affaire-là, y compris avec la récession qui vient et la guerre économique qui monte. Donc c'est des questions majeures, hein, c'est pas des questions mineures. Alors récession, guerre économique, on verra ce que donnent aussi les indicateurs. Parce que les prévisions de croissance sont très très inégales selon les pays de l'Union européenne. Nous on est bon dernier, mais les autres ça va plutôt mieux. Non, ça va pas très bien non plus, ça va un peu moins mal. Ça va pas moins mal. C'est dommage. Excusez-moi on retrouvera les chiffres pour la prochaine. Il faut pas dire n'importe quoi. On retrouvera les chiffres pour la prochaine. Ça va moins mal dans les autres pays. Non, pas beaucoup moins mal. L'Allemagne. Alors en Allemagne, il y a autant de pauvres qu'en France, avec un taux de chômage qui effectivement est un indicateur un petit peu utilisé, biaisé, on va dire, voilà. Quand ça va bien, c'est que mais c'est non, pas parce vrai. que les emplois à 1 euro sont considérés comme des emplois, donc ça baisse les chômeurs. Il y a 2 fois moins de chômeurs, mais autant de pauvres. Les emplois à 1 euro. Les emplois à 1 euro. Les emplois. C'est pas des emplois. Si je peux faire une phrase. Oui. Et on change de sujet. Les emplois à 1 euro est un dispositif fait pour les chômeurs de longue durée qui a été très peu utilisé et qui va d'ailleurs
vraisemblablement être supprimé. Il est pas très peu utilisé et il enlève beaucoup de chômeurs. Et donc ça permet de croire qu'en Allemagne, il y a de bons indicateurs. On refera une confrontation avec les chiffres, les graphiques des pays de l'Union européenne. On parle d'économie, vous parliez d'argent, on va parler de celui qui va sortir de nos poches. Ben oui, parce que retour de vacances, ça veut dire aussi voir arriver dans les boîtes aux lettres les avis d'imposition. Et puis, il y aura cette année un courrier du ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, puisqu'il a écrit aux 37 millions de foyers fiscaux. On ne sait toujours pas, avec une extrême précision, en tout cas, moi pour le coup là, je n'ai pas compris comment vont se goupiller les abattements fiscaux. Voilà. Donc apparemment, moi j'avais compris dans une première version que les abattements ne seraient pas pris en compte, c'est-à-dire qu'on paierait une première fois on paierait ses impôts comme si on n'avait pas d'abattement et que le fisc vous restituerait la somme au bout d'une période. J'ai entendu parler de janvier. Ça me paraît plus aussi clair vu les déclarations des uns et des autres. Donc comme disait Martine Aubry, qui n'a jamais rien dit d'aussi vrai, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Là, il y a beaucoup. Là, il y a un loup. De loups. Ça devait simplifier les choses, c'est ça l'argument. Vous qui êtes économiste, vous avez sûrement tout compris. Non, j'irais plutôt dans votre sens, Madame Weintraub. En fait, quand même, je complète, disons, d'une certaine façon. Ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est qu'ils devront toujours payer. En réalité, ça va s'apparenter, pour les salariés, ça va s'apparenter à la mensualisation. C'est ça. Mais a posteriori, il faudra qu'ils fassent leur déclaration pour régulariser tout ça, avec une régularisation où il y a beaucoup d'interrogations. Moi, ce que j'ai vu sur les abattements fiscaux, y compris les dons aux associations d'intérêt général, c'est que ce ne sera pris en compte que pour la partie payée de septembre à décembre. Donc voilà, on a différentes informations, mais on est dans le flou. Mais par contre, pour les non-salariés, c'est plus compliqué, d'autant que leurs revenus sont très inégaux. Pour les TPE-PME, d'année blanche. Pour les TPE-PME, ça va être très cher parce qu'elles ont beaucoup de boulot à faire, il faut qu'elles dépensent beaucoup pour mettre un système. Les très grandes entreprises, ça va leur faire de la trésorerie, on revient un peu à la ferme générale. Et enfin, excusez-moi de parler des agents du service public, mais on a vu que pour les ponts, c'est important, les agents du service public. Ben, pour la fiscalité, on prétend que ça va permettre de baisser, de supprimer 10 000 à 20 000 agents du service fiscaux. Mais les agents des services fiscaux dont on veut supprimer les postes, c'est ceux qui s'occupent du recouvrement, c'est ceux qui s'occupent de, comment ça s'appelle, la fraude fiscale, pour faire simple, hein, les vérifications, et ça, on en a besoin. Oui, et au contraire, on va avoir un problème d'interlocuteur. Un salarié, ou même une personne, va avoir plusieurs interlocuteurs. Donc ça crée de l'opacité, toute cette affaire-là. Quand les Échos ont sorti les 20 000 suppressions de postes, Gérald Darmanin a démenti sur Twitter en disant les Échos disent n'importe quoi. Non, il a déclaré vers Orléans qu'il allait en faire, lui, des suppressions de postes, un peu moins, mais... On ne sait toujours pas combien. Mais par contre, il faudrait une réforme fiscale de fond pour la révolution informationnelle, ça c'est sûr. Alors permettez-moi de dire deux choses, parce que souvent, quand on parle d'impôt, les gens pensent à l'impôt sur le revenu qui est prélevé directement. En réalité, l'essentiel aujourd'hui de l'impôt payé par les ménages, c'est la TVA. Ah oui, puisque et massivement, très peu de ménages payent l'impôt sur le revenu, et c'est d'ailleurs un élément d'interrogation. On n'est pas obligé d'être d'accord. Attendez, oui, je suis d'accord, mais c'est pour que les gens comprennent, hein, c'est aujourd'hui la TVA qui est l'essentiel. Donc il y a eu une réforme d'une certaine façon un peu larvée, qui est de faire un impôt indirect sur la TVA, sur une mode de beurre, sur une plaquette de beurre. Je paye autant de TVA si je suis chômeur, si je suis salarié moyen ou si je suis très très riche. Donc c'est très inégalitaire la TVA. Et donc il y a besoin d'une réforme fiscale, effectivement. Il y a ces questions des niches. À mon avis, il faut toujours un peu d'opacité et elles sont là pour qu'on ne sache plus très bien quel est le sens de l'impôt. Enfin, elles vivent parce qu'elles permettent qu'on ne sache plus où est le sens de l'impôt. Mais au bout d'un moment, ça devient terrible. Et le sens de l'impôt aujourd'hui devrait être accompagner cette nouvelle économie, cette révolution informationnelle qui vient. Donc, effectivement, favoriser l'activité, favoriser les gains salariaux par l'activité, et effectivement, décourager l'argent qui dort, la finance. On prend exactement le chemin inverse aujourd'hui. Il faudrait au contraire pénaliser, inciter, trouver des systèmes qui permettent de développer les capacités humaines, la formation, les services publics, et qui incitent les entreprises à un autre type d'investissement. Moi-même, j'ai commis au CESE, Conseil économique, social et environnemental, un avis sur le financement des PME et des TPE qui a été voté à une très très large majorité, y compris par les organisations représentatives des très petites entreprises, des artisans et des professions libérales, tous les syndicats aussi, et puis un certain nombre de groupes.
où l'idée, c'est favoriser les dépenses de développement avec une fiscalité qui incite et qui baisse les coûts du capital lorsque les entreprises font des dépenses de développement, et une fiscalité qui, effectivement, va prendre quand on fait des placements financiers, quand on supprime des emplois, quand on délocalise. Donc, mais ça demande un bouger culturel très fort. Autre sujet, c'est cette nomination qui ne passe pas inaperçue. Alors, elle était très attendue, ça fait 3 mois. C'est donc officiel. Le nouveau patron d'Air France KLM s'appelle Benjamin Smith, ex-numéro de d'Air Canada. Il n'y avait pas pléthore de candidats. Le premier candidat retenu, celui de Veolia, retenu par Bruno Le Maire, a été blackboulé. Donc, on comprend que le gouvernement soit assez content d'avoir trouvé ce Ben Smith. Quelqu'un qui veuille bien venir. Qui veuille bien venir et qui a fait ses preuves à Air Canada en nouant des accords sociaux qui ont permis d'éviter les conflits qui ont coûté, je le rappelle, 335 millions d'euros à Air France. Ça, c'est des chiffres qu'on peut discuter. Vous pouvez dire c'est complètement faux, puis voilà, que c'est l'argument habituel. Je vais le développer. Non, pas 335 millions d'euros au premier semestre 2018, ce qu'il faut mettre en regard. C'est un manque à gagner, en fait. Ce qu'on appelle un coût, c'est elle n'a pas reçu l'argent, mais elle n'a pas dépensé non plus du carburant pour faire voler ses avions. Donc le coût, c'est pas celui-là. Le coût, c'est pas celui-là. Les chiffres, on les a pas. Tout ça, c'est vraiment du brouillard de fumée. Pas la bonne façon en laissant les avions au sol. Par ailleurs, bien sûr, mais c'est du brouillard de fumée. Ces chiffres ne valent pas tripette. Je donne le chiffre concernant le salaire. Un salaire qui aurait été négocié de 3,3 millions d'euros par an, presque 5 fois plus que son prédécesseur, 20% de plus que ce qu'il touchait au Canada, mais qui ne fera pas lui, en tout cas dans les compagnies aériennes européennes, le PDG le plus payé d'Europe, à la tête d'une compagnie aérienne. Oui, ce qui choque, je crois, il ne faut pas enfermer dans le nationalisme. Ce qui choque, c'est le salaire multiplié par 5, effectivement. Le fait que c'est Delta Airlines qui pousse sa candidature. Donc derrière, c'est les fonds de pension américains, c'est les fonds de pension et la finance américaine. Airlines fait partie du capital, à 8% du capital d'Air France, à 8%, à 8%, Eastern China, oui. Et Air France et l'État à 14%. Et ce qui choque, c'est effectivement Delta Airlines qui a l'air d'être un peu en embuscade dans cette affaire-là. Mais surtout, on focalise. D'abord, je remarque que vous allez dire que la CGT est absente. Vous ne l'interviewez même pas. Alors peut-être qu'elle n'était pas là pour s'exprimer. La CFTC, Sud, d'autres fois le SNPL qui est majoritaire chez les pilotes, mais parfois FO, et la CGT, on ne la voit pas. Je pense qu'il y a un problème quand même pour donner ensemble les choses. Parce que, regardons la situation d'Air France. Un coût du capital considérable. 33% des salaires, le coût du capital c'est 33% des salaires. Air France, chaque année, là sur les 6 premiers mois, a versé 1,5 milliard en dividendes, en leasing et en charges d'intérêt, et donc 3 milliards chaque année au marché financier, en dividendes, en leasing et en charges d'intérêt. Pourquoi il faut qu'on ne taille pas là-dedans? Que fait la police? Ça permettrait non pas seulement d'augmenter les salaires, et c'est pour ça que je pense qu'il faut développer, au-delà des syndicats qui effectivement parlent des salaires, ils parlent de projets industriels et de dépenses de développement. Des frais financiers à cause du niveau des taux d'intérêt. Oui, il faut pouvoir, regardez. Parce qu'il a besoin d'argent. Mais bien sûr, il faut de l'argent. Bon. Mais l'argent, il ne doit pas servir à alimenter l'avidité des marchés financiers et des actionnaires. L'argent, il doit permettre de développer. Et le problème, si vous permettez que je poursuive ma démonstration, le problème sur le choix du PDG, c'est quel est le projet industriel? On n'en a pas, à part faire du low cost, de baisse de charges salariales. Mais il faut des projets industriels, des projets de relations, des projets sur la multimodalité, des projets de relations avec les services, de maintenance, enfin tout un projet de développement. Or ça, c'est pas sur la table. Et c'est ça aussi ce que disent les salariés. Là, on ne l'a pas entendu ici, mais c'est ça ce que disent les salariés et leurs syndicats qui sont liés aux salariés. Les syndicats ne sont pas séparés des salariés comme parfois on peut le croire. Donc, et on voit ce prochain patron d'Air France, d'Air France, c'est ça, qui était patron d'Air Canada. Ses titres de guerre, c'est effectivement d'avoir obtenu l'accord des salariés pour la baisse des salaires et d'avoir effectivement développé du low cost. Et notamment des pilotes. À très bas coût. Alors que, mais le service, la maintenance, le projet industriel, la multimodalité, la coopération avec l'ensemble des acteurs du transport, c'est décisif. Et Air France dans les années... Non, Air France, ça c'est faux. Alors c'est faux, vous n'avez pas entendu sur votre chaîne. Non. Sur votre chaîne, moi-même je croyais, parce que j'avais regardé les résultats semestriels d'Air France, qui sont une perte de 158 millions. Et le responsable du syndicat national des pilotes de ligne, qui est intervenu sur votre chaîne il y a quelques jours où j'étais invité, dit « Pas du tout,
Sur le premier semestre, Air France est toujours déficitaire. Cette fois-ci, le déficit est beaucoup plus faible que le premier semestre précédent. Et donc, en réalité, Air France a des enjeux devant lui, mais n'est pas en difficulté. C'est une Air France erreur n'a pas de grossière. problème de compétitivité aujourd'hui par rapport aux autres compagnies Elle a un enjeu européennes. demain, elle a un défi de compétitivité pour demain. Ça ne veut pas dire qu'elle est en Ça difficulté. ne veut pas dire qu'elle a un problème aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'elle est en difficulté. Quand vous avez un coureur, un perchiste par attendez, exemple, qui un dit j'ai de la déficit concurrence, il n'est pas en difficulté. Un dé- Air France a un défi pour demain. Un déficit plus faible, c'est pas un excédent. Non. Mais non. Sur l'année, elle fait un excédent. Et chaque premier semestre, il y a toujours un déficit parce que dans le premier semestre, il n'y a pas le mois de juillet, pas le mois d'août, pas le mois de décembre, qui sont les mois où il y a beaucoup d'avions qui circulent. Donc tout ça, il faut voir les choses avec richesse. Et le handicap, et ce qui pèse lourd, c'est le coût du capital, dont on ne veut pas parler. Je suis désolé, les questions sont politiques. Et les salariés ont peut-être des idées pour développer leur entreprise. Mais que propose-t-il comme nouveau pouvoir aux salariés, comme nouveaux droits, comme nouvelle écoute? Rien pour l'instant, on est mis sur la table. Alors, on va lui laisser le temps, peut-être, de nouer le dialogue avec les salariés d'Air France. Arriver. Ça ne va pas être un Et dialogue, là, d'arriver. il arrive pour il démolir, arrive, donc il les a des salariés ne me- sont pas très contents. Attendez, Non, mais il arrive avec des menaces de grève. Donc, Vous pouvez pas dire. Des menaces de baisse de salaire, lui. Donc les gens se défendent. Vous ne pouvez pas dire. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'a pas présenté de projet, ce qui est vrai d'ailleurs, puisque les auditions n'étaient pas publiques. on Elle ne sait devrait pas. être sur les projets. Et dire que son projet est de détruire la compagnie. Non, je faut dis... choisir. Et il faut- on a terminé. Donc, On a vu vraiment. ses armes de guerre, on a vu ce qu'il a fait jusqu'ici, et on aurait voulu que le choix se fasse sur les projets. Alors, on verra ce qui se passe pour Air France. Merci beaucoup à tous les deux.